Bien, c'est parti. Alors, cette vidéo est pour la L3IDS parce qu'on m'a dit que vous avez un projet à faire et dans ce projet-là, on m'a dit également que vous devez programmer une méthode statistique en Python. Bien, bien, bien. Alors, en fait, figurez-vous que je suis en train de préparer le sujet là et je me suis rendu compte qu'il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose et je vous connais suffisamment. Dès qu'on n'a pas vu quelque chose ensemble, vous dites ah bah non, on n'a pas vu, on ne sait pas faire. Bah non, 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 bah justement, on va le faire dans cette vidéo. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, bien sûr, pour programmer des méthodes statistiques, vous allez manipuler des ensembles de données, des ensembles de données, donc des datasets. Et on a vu les vecteurs et matrices NumPy. Mais par rapport à ce que je vais vous demander de faire, je pense qu'on peut faire mieux, on peut aller plus loin avec les datasets, les dataframes Panda. Voilà. Alors, ça, je le fais par ailleurs dans mes cours d'introduction à la data science. Voilà, ils se reconnaîtront, les étudiants concernés se reconnaîtront. Mais je ne le fais pas en L3 parce que j'ai que 10 séances, ils sont remplis comme un œuf. Enfin, chaque séance est remplie comme un œuf. On peut rien rajouter de plus sans que ça tout explose. Voilà. Mais comme cette année, on innove, on fait plus d'examens, on fait un projet, je me suis dit, c'est l'occasion jamais d'aller plus loin. C'est ça l'idée. C'est toujours une opportunité. Quand il y a un problème, quand il y a un changement, il faut le prendre du côté positif et le prendre comme une opportunité de faire des choses nouvelles, intéressantes par ailleurs. Voilà. Donc, vous allez programmer des méthodes statistiques et pour programmer vos méthodes statistiques, vous allez manipuler des ensembles de données et je pense qu'on peut les faire plus que les matrices NumPy, qui auraient pu convenir d'ailleurs, mais je pense qu'on peut faire mieux avec les data frames Panda. Alors, ceux qui ont déjà fait R, vous êtes nombreux à avoir fait R, je vous connais, voilà, vous ne serez pas dépaysés. Alors, tout ce que je vais dire là, en fait, vous le trouverez de manière plus détaillée dans un tutoriel qui est en ligne, de 21 février 2017. Vous avez l'URL qui est là, voilà. Et dans ce tutoriel-là, voilà, je fais une série de manipulations. Je charge les données, comme d'habitude. Je charge les données. Voilà. Une fois que les données sont chargées, je fais des manipulations. Donc, vous avez le détail ici. Voilà, vous avez tout le détail qui est là, avec les vérifications des versions de Panda, ainsi de suite. Voilà, vous avez une série de manipulations. C'est assez long, voilà. Donc, je ne vais pas le faire ici parce que ça n'a pas d'intérêt. Donc, je vais directement à l'essentiel ici pour vous montrer les principales fonctionnalités, celles qui peut-être pourraient vous intéresser ou pourraient vous aider à mieux fonctionner, à mieux programmer vos méthodes de statistiques, justement. Très bien. Alors, autre préambule important, ici, je vais fonctionner avec le notebook Jupyter parce qu'on est plutôt dans un cadre où on est dans des traitements statistiques, on fait les traitements, on regarde des résultats, mais quand vous programmez vos méthodes, vous, pour votre projet, faites-le dans Spider ou en tout cas dans un éditeur de code qui permet de développer vraiment des applications. Bien. Alors, en tous les cas, donc moi, dans ce cas particulier, si j'utilise Jupyter et je lance donc une nouvelle session, un nouveau notebook plutôt, Python 3. Je lance et dans le notebook, rappelez-vous, on a les commandes, on a les résultats, on a les commandes, on a les résultats. Voilà, donc ça, il n'y a pas trop de surprise là-dessus. Alors, le fichier qu'on va utiliser cette fois-ci, donc j'en parlerai très rapidement pour que vous ayez une idée de la structure du fichier. Voilà, c'est le fichier, ben non, c'est pas les alcools, c'est les iris. Voilà, oui, on change un peu quand même de temps en temps. Alors, dans les iris, c'est un fichier très connu de Fischer. Voilà, l'idée, c'est de deviner les types de fleurs, Setosa, versicolor, avicenica, en fonction d'une série de variables qui décrivent en fait leur physiologie. C'est ça l'idée. Donc, c'est pas le length, c'est pas le width, donc je sais pas ce que c'est que c'est pas, mais length, je vois ce que c'est, oui, je vois ce que c'est également, pétale, voilà. T'as des fleurs et moi, c'est encore, non, non, mais bon. Je vois tout simplement que là, j'ai 4 variables quantitatives et là, j'ai une variable qualitative. Voilà. C'est un peu le schéma qu'on voit généralement. Et d'ailleurs, c'est le fichier qui est utilisé par Fischer pour présenter sa méthode. Bien, très bien, très bien. Donc voilà, donc comme d'habitude, dans tout projet data science, on charge les données. Donc, sa première étape, ça ne change pas. Voilà, donc bien sûr également, j'ai préparé le code parce que j'aime pas les embrouilles. Voilà, j'ai préparé le code. Voilà. Très bien. Donc ça, on a vu avec les matrices NumPy, avec load.txt et tout ça. Là, typiquement, c'est un fichier Excel, mais ce n'est pas un souci en soi. Un fichier Excel ou un fichier TXT, voilà, il faut avoir les bonnes librairies pour le charger. Et Panda sait faire les deux. Voilà. Très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe dans mon projet là? Voilà, je change de répertoire, je mets le répertoire là où il y a le fichier. Ensuite, j'importe la librairie Panda. On a fait suffisamment les modules pour que vous sachiez exactement ce qui se passe. Et dans la librairie Panda, je fais appel à la méthode read Excel. Voilà.
Ici, iris.xlsx, c'est le nom du fichier. Sheetname égale à 0, c'est pour dire que c'est la première feuille. Hein. Les indices commencent en 0 en Python. On n'oublie pas ça. Hein. Alors, première vérification que je fais, je vérifie le type de l'objet. De quel type d'objet maintenant et quel type d'objet maintenant nous allons donc manipuler. Exécuter, voilà, il charge les données et il vous dit c'est un objet data frame. Donc ceux qui sont sous R ne sont pas dépaysés. Alors ceux qui sont sous Python aussi, qui ont vu les matrices NumPy, ne sont pas trop dépaysés. Sauf qu'il y a des choses un peu différentes. Déjà, on n'a pas les row names, call names, ça n'existe pas ici, hein, dans les matrices NumPy. En revanche, dans les objets data frame, on a columns et on a index, qui est l'équivalent, hein, à peu près des row names et columns qu'on a dans R. Hein, voilà. Donc ça, déjà, c'est une différence. Dans les matrices NumPy, les lignes et les colonnes ne sont pas nommées, alors que dans les data frame Panda, les lignes et les colonnes sont nommées. Ça, c'est déjà un élément important. Autre élément important, dans les matrices NumPy, les objets doivent être homogènes. Donc, si on a des objets qui sont hétérogènes, ils se calent sur celui qui est le plus générique possible. Si on a du numérique et on a des chaînes de caractères, il dit c'est une matrice d'objects. Voilà. Alors que, excusez-moi, alors que dans les data frames Panda, exactement comme dans les data frames R, on a des listes, en fait, on a des listes donc, de vecteurs de même longueur. Et ces vecteurs-là peuvent être de types différents. On a une liste de numérique, une liste de chaînes de caractères, ainsi de suite. On a vu le fichier iris, hein. Je recommence encore une fois, le fichier iris, vous avez bien vu, hein. On n'a pas le même type. Hein. On a les 4 premières colonnes qui sont des mêmes types, qui sont des numériques, là, on le voit bien. Voilà. Mais là, c'est une colonne de chaînes de caractères. Très bien. Alors, mais quand même, on peut la voir comme une matrice. Justement, pour bien vous en persuader, on peut faire appel à Shape. Shape va vous donner donc la matrice, donc les dimensions de la matrice. De la matrice, en fait, qui est un data frame, on est bien d'accord. Hein. Pour l'instant, c'est un data frame. Il vous dit, j'ai 150 lignes et 5 colonnes. Il y a 5 variables dans le fichier. Alors, pour avoir des informations plus détaillées sur la structure du fichier, voilà, paf, je fais appel à la méthode info. Là, c'est une propriété, hein, donc c'est pour ça que je ne mets pas des doubles parenthèses, on a vu ça en cours. Hein. Voilà, là, en revanche, c'est bien une fonction, c'est une méthode hein, de l'objet. Hein. À ce moment-là, je mets bien les doubles parenthèses. Oui, d'accord. Hein. Là, c'est une propriété, je ne mets pas les doubles parenthèses. Là, c'est une fonction, c'est une méthode de la classe, en fait, donc je mets une double parenthèse. Voilà. Très bien, et il vous dit effectivement qu'on a 5 colonnes. Le premier numéro commence à 0. Voilà, c'est pas l'ing, c'est pas lui, ainsi de suite, et l'espèce. Voilà. On a 4 variables numériques et une variable catégorielle, qu'il a pris comme object, un type générique. Là également, il vous dit qu'il y a 150 observations. Voilà, numérotées de 0 à 149. Donc là, on a bien les index, range index, hein, vous avez bien vu. Hein, voilà, et là, on a bien les columns. Voilà. Alors que dans les structures matrices NumPy, on a directement numéro de ligne, numéro de colonne, on n'a pas des éléments supplémentaires pour des lignes et des colonnes, à la différence de ce qu'on a sous R, typiquement. Très bien. Alors, si on veut afficher les premières lignes, voilà, je fais add tout simplement, et ça vous affiche les 5 premières lignes. Il me semble, là, c'est bien cela. C'est bien cela, on a bien les 5 premières lignes qui sont affichées. Très bien, donc j'insère cellule en dessous. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je peux obtenir donc la liste des colonnes. Voilà. On a la liste des colonnes qui sont bien ici, voilà, et donc on peut faire un accès par colonne. Ça, c'est un élément très important. Hein, on a une liste de colonnes, donc on peut récupérer soit un ensemble de colonnes, soit une colonne seule, ainsi de suite. On peut aussi filtrer sur le nombre de lignes, hein, sur les indices de lignes, ou bien sur des conditions qui portent sur les lignes. Hein. Donc, vraiment, vraiment, hein, ceux qui ont fait du R, je sais que vous êtes nombreux à avoir fait du R déjà, ça vous fera pas, ça vous serez pas dépaysé. Voilà. Et autre élément très important également, l'énorme avantage ici par rapport aux matrices NumPy, c'est que donc j'ai les noms des colonnes. Et justement, quand vous allez afficher des tableaux de statistiques, là, il me semble, là, apparemment, vous allez afficher des tableaux de statistiques. Vous avez besoin des noms des variables pour mettre les coefficients correspondants. Je crois savoir je crois savoir. Donc oui, c'est important, c'est très important d'avoir les noms des variables. Sinon, quand vous affichez les coefficients, vous ne savez pas à quelle variable se rapporte tel ou tel coefficient. Donc, c'est très important de bien pouvoir avoir donc, cette information-là, donc les noms des variables. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a persuadé à faire cette vidéo sur les data frame Panda, parce que je me suis rendu compte que quand vous allez programmer votre méthode, là, c'est mieux si les méthodes et donc portent sur des structures Panda et non pas sur des structures NumPy, parce qu'elles sont un peu frustes par rapport à ce qu'on veut faire. Sachant que on peut récupérer en sous-main
les valeurs à l'intérieur du data frame, on peut les récupérer en sous-main pour les mettre dans une matrice NumPy. Parce qu'il y a quelques fonctions qui sont bien programmées dans NumPy, typiquement tout ce qui est calcul matriciel. Je vais revenir dessus à la fin. Je reviendrai sur cet aspect-là à la fin, mais c'est très important que vous ayez ça en tête. Hein. On peut partir donc des data frame Panda vers les matrices NumPy pour notamment faire du calcul matriciel. Parce qu'il paraît aussi que vous allez faire du calcul matriciel. Hein. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Moi, j'écoute ce qu'on me dit. Alors, si on veut accéder à une colonne, exactement comme sous R, sauf que là, je mets ici le nom de l'objet, donc l'objet DataFrame, point cette fois-ci, et puis le nom de la colonne. Si on était sous R, on mettrait un dollar. Hein, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà, donc j'exécute. Il affiche les valeurs. Alors, il n'affiche pas tout ici, par défaut, pour ne pas polluer totalement le notebook. Mais on a bien les éléments là. On a bien les éléments. Et on voit bien ici l'index. Donc, il numérote les lignes. Et l'index là, on peut le manipuler. Très bien. Alors, on peut faire autrement également, exactement comme sous R, hein, on peut manipuler, on peut faire la même chose avec des commandes différentes. Donc, soit on y accède avec le point, soit on y accède en mettant des crochets et en mettant ici tout simplement, entre guillemets, la variable qu'on veut manipuler. Donc là, j'accède à Species. Si on veut manipuler un ensemble de variables, à ce moment-là, on met une liste. Donc là, hein, vous avez bien vu, hein, là, c'est la liste des variables que je veux afficher, ce n'est pas le language species. Et ensuite, cette liste-là s'applique à un data frame qui s'appelle D. Hein, c'est pour ça qu'il y a double crochet. Hein. Ça, c'est pour la liste interne. Voilà. Et ça, c'est pour l'accès au data frame, exactement comme le crochet qui est là. Parce que souvent, ça étonne les étudiants en disant pourquoi on a double crochet, un seul ne suffirait pas. Non, non. Il faut vraiment avoir ici, c'est la liste interne qui spécifie donc la liste des variables que je veux afficher, et le crochet, ça, là, c'est pour dire que j'applique ça à un data frame qui s'appelle D. J'exécute, voilà, on a ici effectivement les deux colonnes qui sont affichées, voilà, 150 lignes et 2 colonnes. Très bien, donc vous, au moment où on note, vous aurez aussi des data frames manipulés et il faudra aussi spécifier donc les variables à manipuler. Par exemple, les variables explicatives d'un côté et les variables expliquées de l'autre. Par exemple, hein, voilà. Donc, ça, il faudrait pouvoir le faire. Il faudrait avoir les éléments pour pouvoir le faire. Alors, la liste des colonnes, j'avais affiché tout à l'heure. Hein, j'avais affiché la liste des colonnes. Voilà. On peut aussi afficher autrement la liste des colonnes en disant je veux avoir toutes les colonnes sauf la dernière. Donc ça, on a vu en cours, hein, donc il n'y a aucune surprise sur vous. On peut utiliser des plages d'indices, soit des indices, soit des plages d'indices. Voilà. Et on peut aussi utiliser donc les indices négatifs. Donc là, typiquement, c'est toutes les colonnes sauf la dernière. Hein, donc si je lance ça, on a bien toutes les colonnes sauf species qui est la dernière. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Parce que du coup, on peut indexer donc notre data frame avec ce type d'instruction. Voilà. Regardez ici. Là, c'est toutes les colonnes sauf les dernières, donc c'est pas link, machin, c'est pas le WIF, pétale link et pétale WIF, et j'indexe ça, donc mon data frame, d'où les crochets qui sont là, cette fois-ci. Vous avez bien vu, hein? Voilà. Et très bien, et j'affiche que les premières valeurs, pas besoin de tout afficher ici, sinon, voilà. Et donc, on aura les 4 premières variables, tout simplement, sans species, qui est la dernière colonne. Hein, c'est ce qu'on voit bien ici. Voilà. Donc, ce type de manipulation est très important. Et ce qui est très important également, c'est qu'à tout moment, on a toujours les noms des variables disponibles. Hein, donc, le data frame qui est passé un paramètre de votre fonction, avec columns, avec l'instruction columns, permet d'accéder au nom des variables qui sont en haut, que vous allez utiliser pour l'affichage des coefficients, par exemple. Voilà, voilà. C'est ce qui motive beaucoup, quand même, cette vidéo aussi. Hein, voilà, parce que, bon. Alors, néanmoins, j'avais dit qu'on peut le manipuler comme une matrice NumPy. Oui, parce qu'il y a les accès indicés. Il y a le mécanisme des accès indicés. C'est ce que je montre ici. Alors, pour faire un accès indicé sur un data frame, c'est iloc. Hein, iloc. Donc, on voit bien, hein, iloc, première ligne, numéro 0, première colonne, numéro 0. Donc, j'ai la valeur en haut à gauche, la première, c'est 5.1 normalement. C'est là que ça ne va pas être 5.1, si c'est 5.1. Voilà, on est bien d'accord. Hein. Très bien. Donc, on voit bien qu'on peut faire un accès indicé. Et comme on peut faire un accès indicé, comme les matrices NumPy, on peut aussi donc spécifier des plages d'indices. C'est ce que je montre ici. Voilà, paf. Et voilà, je mets des plages d'indices. Donc, là, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que je vais ici accéder aux 5 premières lignes de l'indice 0 à 4, hein, c'est ce que dit ce premier plage d'indice-là, et de la troisième colonne jusqu'à la dernière. Donc, il commence à 0 aussi le numéro de colonne, hein, de la troisième colonne jusqu'à la dernière. Voyons ce que ça donne. Ça vous donne, ici, les différentes valeurs 0 à 4, voilà, et c'est tout ça.
Ah tiens, ils ont tous les mêmes valeurs. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ah, c'est étrange, ça, quand même. Hein. Ah si, on les voit bien ici. Très bien. Je n'avais pas remarqué ça en préparant le sujet. Très bien. Donc, il n'y a pas d'erreur là. On voit bien les premières valeurs, c'est 0,2. Si on remonte en haut aussi, c'est 0,2, 0,2, effectivement. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'embrouille. Très bien. Donc, voilà. Alors, là, on peut plus loin, exactement comme les data frames sous R, on peut aussi faire des accès avec des conditions. On peut faire des accès avec des conditions. C'est ce que je montre ici. Tac. Là. Alors, regardez bien, cette fois-ci, c'est lock. Donc, si je mets rien, c'est des accès sur des colonnes entières. Si je mets iLock, c'est des accès indicés. Si je mets lock, c'est des accès avec des conditions. Donc là, je vais par exemple ici afficher toutes les variables, mais uniquement celles qui correspondent à l'espèce Setosa, des fleurs, des iris. Voilà. Donc à ce moment-là, l'instruction utilisée, c'est lock. C'est ce qu'on voit bien ici. Voilà. Voyons ce que ça va donner. Effectivement, il affiche que les Setosa, j'ai mis aide, parce que sinon ça fait un affichage trop long, ça va mettre trop d'informations tout simplement. Mais voilà, on voit bien ici, effectivement, c'est uniquement les Setosa qui sont affichés. Voilà. Si je ne mets pas le head en enlevant le head, voilà, on a bien ici tout ce qui est Setosa. Il y en avait 49. Au cas où vous aurez un doute, voilà, donc on a accès conditions, il n'y a que les Setosa qui sont affichés avec les valeurs associées. On est d'accord là-dessus. Très bien. Donc, lock est très intéressant cette fois-ci. Ça permet de faire des accès indicés. Donc, par exemple, admettons que vous devez calculer une matrice par modalité d'une variable qualitative qui serait une variable cible, je ne sais pas, par exemple. Voilà, ce type d'instruction peut vous servir, justement. Ce type d'instruction peut vous servir. Et là, il ne faudrait pas garder cette colonne-ci, elle ne sert pas au calcul. Voilà, donc c'est ce que je montre ici, justement. Là, ce qui se passe, c'est que je vais accéder à un ensemble de colonnes seulement, voilà, pour les fleurs qui correspondent à l'espèce Setosa. C'est ce que je montre ici. Voilà, l'espèce Setosa qui filtre, donc lock, c'est bien un filtre par condition. Et là, je spécifie donc la liste des colonnes correspondantes. Voilà, pour ne pas les avoir toutes. Voilà, et j'affiche ici que les premières lignes. Et voilà, on voit bien ici les informations. Très bien, donc vous voyez très bien, donc c'est vraiment très intéressant. Donc ça, si je mets CEPWIF par exemple, parce que le 0.2 là, ça commence à me prendre la tête. Voilà, on peut avoir d'autres valeurs, effectivement, ainsi de suite. Vous avez vu, donc c'est très important. Ça vous permettra, vous, de faire des calculs conditionnels pour chaque modalité de la variable cible, par exemple. Voilà, donc ça, c'est des éléments très, très importants. Alors, justement, si on fait des manipulations, sur la variable catégorielle, est-ce qu'il y a des fonctions supplémentaires qu'on peut utiliser? Oui, effectivement. Par exemple, sur species, là, vous avez vu, il y a plusieurs valeurs possibles. Mais est-ce qu'on peut obtenir automatiquement la liste des valeurs différentes? Il faut que les fonctions s'appliquent sur différents types d'ensemble de données. Il ne faut pas que ça marche uniquement que sur les alcools ou que ça marche uniquement que sur les iris, ainsi de suite. Non, non. Il faut que ce soit générique et qu'on le paramètre avec les données qu'on veut utiliser. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. Donc, il y a certaines manipulations et il faut pouvoir les faire de manière automatique. Par exemple, la liste unique des modalités de la variable catégorielle, species ici. La fonction, c'est unique. C'est la fonction unique qui est là. Voilà, il vous dit donc les valeurs possibles de la variable species, c'est Setosa, versicolor, virginique. Si on veut les comptabiliser, si on veut avoir ici la fréquence absolue, tout simplement, il y a une fonction pour ça, c'est valueCount, qui est directement associée donc, à la variable species. C'est ce que je montre ici. Vous avez vu? Voilà. Et on a le comptage. Si on veut avoir des fréquences relatives, pourquoi pas? Voilà. Je le fais. Tac. Et je mets tout simplement un valueCount avec une option, tout simplement, c'est normalize. Voilà. J'exécute. On le voit très bien ici. Voilà, donc il y a une série de manipulations qu'on peut faire. Donc tout ce code-là, je le mettrai en ligne, donc vous pourrez y avoir accès sans aucun problème. Voilà. Mais ça, donc on a tous les éléments avec les structures Panda de faire une série de calculs relativement simples. On pourrait aussi avec NumPy, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas très aisé et surtout, il manque surtout, c'est qu'on n'a pas accès au nom des variables qui sont là. Donc, pour faire des affichages qui tiennent la route derrière, les tableaux des coefficients, les pertinences des variables, par exemple, ainsi de suite, on n'a pas ces informations-là. Il faudrait les mettre dans une liste à part. Non, c'est juste pas possible, ça. Donc, c'est mieux de travailler avec des structures Panda. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. OK. Alors, si on veut aller plus loin, alors,
Justement, quand même, si on veut faire du calcul matriciel, là, il n'y a rien de mieux que NumPy. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de récupérer des valeurs, les mettre dans une structure NumPy et utiliser les fonctionnalités d'algèbre linéaire de NumPy, qui sont extrêmement puissantes et rapides. Hein. N'allez pas programmer des produits matriciels ou des inversions de matrices. Hein. Ça existe déjà dans NumPy. Utilisez NumPy. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Alors là, typiquement, regardez, qu'est-ce qui se passe? Values permet d'accéder à un ensemble de valeurs, un data frame Panda, et de les mettre dans une structure NumPy. Là, regardez, là, cette commande-ci, ce qui vous donne, c'est la liste des colonnes, sauf la dernière. J'applique ça à ma structure Panda, et donc, cette fois-ci, j'ai donc les valeurs de toutes les colonnes, sauf la dernière. On a bien le double indexation qu'on avait vu plus haut. Hein. On avait vu ça plus haut. Regardez plus haut. Hein. Très bien. Ceux-là, ces éléments-là, je fais appel à values. Voilà. Donc, jusque-là, là, pour l'instant, si je fais ça, regardons. Là, j'ai un data frame X, là, que j'ai mis en X, le résultat de cette instruction-là, j'ai mis dans X. X, pour l'instant, c'est un data frame. Et dans data frame, il n'y a pas les fonctions matricielles très performantes qu'il y a dans NumPy. Donc, ce qui est intéressant, c'est de récupérer les mêmes valeurs, mais les mettre dans une structure NumPy. Ben, on le fait avec .values. Voilà. Je refais la même chose, hein. Paf, et regardez, X maintenant, c'est une structure NumPy. Et NumPy, on a fait des exercices dessus en long, en large, en travers. Hein. Donc, vous savez très bien manipuler. Donc, je prends un exemple très simple. Hein. Voilà, admettons que je vais calculer X transposé X. X transposé X, ça doit vous dire quelque chose. Hein. Si les variables sont centrées, par exemple, X transposé X, ça ressemblerait à quoi? Bah, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Hein, si les variables étaient centrées. Je ne sais pas. Très bien. Donc là, j'importe la librairie NumPy pour pouvoir faire des manipulations. Et pour faire le X transposé X, je transpose X d'abord. C'est cette partie de l'instruction-là. Ensuite, ce transposé de X, là, je le multiplie avec X. C'est ce que fait le dot qui est là. Et voilà, vous avez les résultats qui est là. Et c'est bien une matrice symétrique. X transposé X, c'est une matrice symétrique. Si les variables étaient centrées, ce serait quelque chose. Si les variables étaient centrées réduites, ça ressemblerait à autre chose. Ainsi de suite. Voilà. Très bien, voilà, je m'arrête là, moi. Donc, ce qui est très important quand même, hein, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous. Donc, vous allez programmer des méthodes statistiques. OK. Pour ça, vous avez besoin de manipuler des ensembles de données. Pour que les affichages soient performants, il faudrait qu'on dispose donc des noms des variables à tout moment. Hein, voilà. Et bien, pour ça, moi, je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même, hein, moi, bien entendu, là. Hein, je pense que c'est plus indiqué d'utiliser des structures Panda. Hein, voilà. Après, dans les calculs internes, oui, il faut utiliser les matrices NumPy, les structures NumPy qui sont plus performantes. Là, un X transposé X, vous avez vu, une seule instruction, il le fait en deux temps, trois mouvements. Et sur les grosses volumétries, il est extrêmement performant également. Et justement, le traitement des grosses volumétries, on m'a dit hein, que c'est un des critères d'évaluation possible. Savoir, tout le monde sait programmer. Quand on a suffisamment de temps, tout le monde arrivera à le faire. Mais après, il y a un programme qui prend 1 heure et l'autre qui prend 30 secondes. Ah, voilà, c'est un critère de différenciation. Voilà, je m'arrête là. Donc maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas manipuler les data frames Panda. Hein. Et vous savez aussi maintenant qu'il y a différentes manipulations possibles, que l'avantage, c'est qu'on dispose des noms des variables. Et l'autre élément important, c'est qu'on peut faire la jonction avec les structures NumPy qui sont intéressantes pour les calculs matriciels. Ah, je ne peux pas être plus explicite là. Allez, excellent travail à tous. Et moi, je m'arrête.